Amoureux de la Loire, de la Sologne, humaniste, Maurice Genevoix entrera au Panthéon le 11 novembre prochain. France 3 Centre Val-de-Loire rend hommage à l'écrivain régionaliste, le soldat, l'académicien. Bonjour à tous, bienvenue, émission spéciale ce matin consacrée à Maurice Genevoix. Avec moi sur ce plateau, le petit-fils de Maurice Genevoix, Julien Larère Genevoix. Vous êtes avocat et vous avez la responsabilité de porter l'héritage de votre grand-père. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Aurélie Luneau, vous êtes historienne, professeure associée à Sciences Po Paris et journaliste productrice chez nos confrères de Radio France. Et vous avez écrit la seule biographie consacrée à Maurice Genevoix avec Jacques Tassin. Bonjour. Bonjour. Julien Larère Genevoix, votre grand-père va donc entrer au Panthéon mercredi, malgré les conditions sanitaires, malgré l'absence de public. Quel sentiment vous anime ce matin ? Une très grande émotion parce que c'est un long chemin qui va trouver son aboutissement dans quelques jours. Et évidemment, il y a une forme de regret qu'il ne puisse pas y avoir tous les gens avec lesquels nous aurions aimé partager ce moment. Mais l'important était que la cérémonie ait lieu parce qu'elle garde tout son sens indépendamment et justement au contraire, d'autant plus dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Aurélie Luneau, vous qui vous êtes emparé de l'œuvre et de la vie de Maurice Genevoix, il entre avec ceux de 14 au Panthéon. Oui, c'est-à-dire c'est Maurice Genevoix, cet écrivain incroyable, plus d'une cinquantaine d'ouvrages à son actif, prix Goncourt en 1925, académicien, fait vraiment une vie, plusieurs vies j'ai envie de dire, mais il entre au Panthéon avec ceux de 14, c'est la fraternité d'armes. Ceux de 14, ce sont tous ceux qui sont tombés sur le front bien sûr, et notamment ses camarades du 106e régiment d'infanterie à qui il avait dédicacé d'ailleurs ce livre, Ceux de 14. Et on va largement y revenir dans cette émission. Avant de s'intéresser dans le détail à la vie et à l'œuvre de Maurice Genevoix, son portrait préparé par Corinne Birosa. C'est en contemplant la Loire qu'il écrivait. Dans sa maison de Saint-Denis-de-l'Hôtel, près d'Orléans, Maurice Genevoix était dans son élément. C'était son bureau, c'est aussi son petit paradis, c'est son lieu de travail intense, parce que ça a été aussi un très grand travailleur. Et surtout, ce lieu où il a réappris la beauté du monde, où malgré la guerre, ou peut-être aussi dans la mouvance de ces années terribles de guerre, il a réappris que le monde pouvait être beau et qu'il allait nous enchanter. Gravement blessé en 1915 au front, Maurice Genevoix écrit un recueil de guerre intitulé « Ceux de 14 », qui fait aujourd'hui référence, mais dont plusieurs passages furent à l'époque censurés. Il ne fallait surtout pas faire de l'ombre à l'armée après la guerre de 14-18. Et dans ces passages, soit il parlait de la rudesse de certains gradés, soit il parlait de la véritable souffrance de ces hommes. Et du coup, c'était trop pour le grand public, il ne fallait pas tout dire. Christian Chenot a fréquenté Maurice Genevoix pendant les 4 dernières années de sa vie. Souvent, il faisait allusion à ces moments terribles qu'il avait passés à Verdun ou aux Éparges, mais c'était pour nous ramener au... C'est pour ça que j'ai aussi réécrit un article sur la Loire, pour nous ramener à la Loire, en disant à chaque fois que j'ai été proche de la mort, j'ai des images qui me sont revenues instantanément, et c'était ma Loire. L'écrivain s'est inspiré de la Loire et de ses terroirs pour redonner du sens à son existence. Mais il demeure le porte-parole de toute une génération sacrifiée. Ça a été l'écrivain qui a le mieux, le plus profondément et le plus humainement parlé de cet immense et terrible conflit. Et avec lui, ils entrent aussi tous derrière lui. Et c'est ce poids d'humanité, de fraternité, parce qu'il nous explique qu'en définitive, ils ont tenu bon à ce conflit inhumain au nom de la fraternité et par leur humanité. Cet espoir, inaltérable dans la vie, sera sans doute le symbole de cette entrée au Panthéon. Julien Larère Genevoix. Maurice Genevoix entre au Panthéon après Simone Veil et Antoine Veil en 2018, et puis aussi après Jean Zay en 2015, le ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire, natif d'Orléans. Ça vous évoque quoi pour vous ?
Je suis très heureux de voir mon grand-père les rejoindre au Panthéon. Il n'y a pas de concurrence de mémoire, il n'y a pas de classement, mais il est certain que la République honore au Panthéon les grands hommes et les grandes femmes. Et c'est évidemment très émouvant, très impressionnant de se dire que mon grand-père en fera partie dans quelques jours aussi. Aurélie, il y a aussi une dimension patriotique avec cette entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le symbole aussi de cet homme qui, depuis l'horreur vécue dans les tranchées, a décidé de porter la mémoire, de porter la parole et surtout d'éviter l'oubli. Et l'oubli de ces hommes qu'il a découverts à ses côtés, à la fois dans une relation de fraternité, mais aussi dans cet amour de la patrie. Ils étaient engagés pour la nation. Sait-on à ce jour aux côtés de qui sera Maurice Genevoix au sein du Panthéon ? Alors il sera tout seul, en réalité, il va inaugurer, entre guillemets, la nouvelle aile du Panthéon, puisqu'il y a une aile qui est encore vide. Et c'est vrai que c'est là où il apparaissait le plus naturel de le mettre, parce qu'il n'y avait pas véritablement de concordance avec, par exemple, les autres écrivains, qui étaient d'un autre siècle pour l'essentiel, ou alors avec Jean Zay, mais Jean Zay étant entré au nom de la résistance, on n'allait pas recréer un pôle orléanais au sein du Panthéon. Et donc on s'est dit que le plus simple et le plus cohérent est qu'il soit tout seul, et nous verrons qui le rejoindra dans les prochaines années, les prochaines décennies. Le fruit d'un long processus entamé par votre maman en 2010 ? Oui, tout à fait. C'est elle qui voulait cette reconnaissance pour son père et aussi parce qu'elle avait à cœur le souvenir de ses frères d'armes, parce que ça faisait partie de son éducation et elle en avait toujours entendu parler. Donc c'est elle qui a eu l'idée de ce projet et il a fallu malheureusement le continuer à sa place. Alors, votre grand-père a grandi tout près d'ici, à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, près d'Orléans. Et il était petit, partagé entre son envie d'apprendre et bien sûr sa soif de liberté, Aurélie. Ah oui, complètement. Je crois que ce qui est fascinant chez Maurice Genevoix, c'est que c'est un homme attaché à sa liberté, son indépendance toute sa vie. Et d'ailleurs, on ne trouve pas de lui des propos politiques ou des engagements spécifiques, sauf pour l'environnement, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, c'est un homme qui, effectivement, est à la fois très, très intelligent, très tôt, scrupuleux, en tout cas studieux, c'est-à-dire qu'il est vraiment excellent à l'école. Et puis d'un autre côté, il s'empare avec toute liberté de cette ville de Châteauneuf-sur-Loire et il n'hésite pas à aller avec des camarades, j'ai envie de dire dans les bas-fonds, en tout cas dans les quartiers même miséreux. Il sait parler de tous, il s'imprègne de tout, il se nourrit de tout et ce qui est certain, c'est qu'il a une connaissance extrêmement précise de toutes les catégories sociales. Mais il perd très tôt sa maman, à l'âge de 12 ans, et ce sera sa première grande blessure. Il est clair que pour lui, ça marque la fin de l'enfance et ça va aussi marquer quelque part le début de la vie d'adulte parce qu'il va devoir trouver ses solutions. Et la solution qu'il trouve, parce que son père est peut-être un peu maladroit, peut-être pas très attentif ou pas capable de consoler la douleur de cet adolescent, qui est une douleur un peu égoïste, un peu farouche, Et donc mon grand-père va se consoler en fait en se recueillant auprès de la Loire. Et donc c'est le début finalement de la relation entre mon grand-père et la nature qui va commencer à ce moment-là et qui gardera toute sa vie ce rôle-là. Et c'est vraiment à la mort de sa mère que le fleuve devient une sorte de substitut maternel. Et c'est là qu'il va se laisser aller vers la contemplation de la nature. Alors, très bon élève, il était au lycée Potier à Orléans, il part ensuite au lycée La Canale à Paris en classe prépa, avant, donc en Hippocagne et Cagne, avant d'intégrer Normal Sup. Il était brillant, c'était un élève brillant. Oui, brillant. Et il y a des moments comme ça dans sa vie intéressants, c'est-à-dire le jour où son père ramène une malle avec plein de livres, justement, de la littérature classique. Il se nourrit de tous ces auteurs, même s'il a des préférences. Il emmène des livres, Courteline et d'autres, Zola, si je ne m'abuse, sur les tranchées. C'est-à-dire que dans ces moments de guerre, il emmène avec lui des livres. Donc c'est vrai que très, très intelligent, mais aussi très proche des gens, très humaniste. C'est-à-dire, c'est toute la force. Et ce qui est intéressant dans ce personnage de Maurice Genevoix, c'est que cet homme qui a excellé, qui a côtoyé les plus grands, est toujours resté très proche des gens simples. Et donc, c'est vraiment ces deux facettes qu'il faut garder de lui. Et du coup, c'était un grand humaniste. Tout à fait. On le retrouve dans ses... c'était un dessinateur, on le retrouve dans ses croquis, ses dessins d'ailleurs. Ah oui, humanisme. oui.
Oui, complètement. Ces dessins, beaucoup sur la nature, les animaux, la faune, la flore. Ses camarades de promotion, on Alors, le voit les caricatures, c'est ça, les caricatures. Normal Sup. Effectivement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, en tout cas pour les historiens, il reste toujours des mystères quand on écrit ou quand on recherche la vie d'un personnage tel que Maurice Genevoix. Les mystères, c'est vraiment ces colonnes de chiffres. Peut-être que Julien Larère-Genevoix pourra nous en parler, mais il n'avait de cesse, quand il écrivait, à la fois de dessiner en marge et partout, et puis de retranscrire des chiffres et des chiffres et des chiffres, et on ne sait pas pourquoi. Vous ne savez pas, Julien? Alors, pour l'essentiel, on ne sait pas. De temps en temps, il y a certains chiffres qui sont très clairement compréhensibles. Ça peut être des comptes, et de temps en temps, il va compter, par exemple, les factures du mois sur un manuscrit. Vous avez des factures. Et puis, vous avez effectivement des colonnes de chiffres. Et là, très honnêtement, il est impossible de déchiffrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite logique, et on a simplement l'impression qu'en fait, il jouait un peu comme aujourd'hui on peut faire le carré magique. Ça ressemble à ce genre de distraction, de pause au milieu de la réflexion, mais il n'y a aucune logique, effectivement, ou en tout cas, elle n'est pas accessible. Alors, on ne peut pas comprendre l'œuvre et la personnalité de Maurice Genevoix sans évoquer, bien sûr, l'horreur de la guerre. En 14-18, juste avant de partir au front, il est promu sous-lieutenant du 106e régiment d'infanterie. Il sera un meneur d'hommes, finalement. Il sera un meneur d'hommes et toujours très attentionné, très attentif à ses hommes. Et c'est ce qui fait la différence. Et dans ses récits, justement, il exprime toute l'horreur d'un moment qui l'a marqué. C'est quand, de retour d'une bataille et d'un affrontement violent, alors que les autres compagnies avaient beaucoup de morts, lui n'avait que 20 soldats tombés sur le front. Et donc, un supérieur lui dit que ça. Et ça a été le choc total. C'était le choc. Et il s'en est souvenu toute sa vie. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pouvait dire ça sur des vies humaines? Donc il préservait ses hommes et on voit très bien qu'il était excellent tacticien pour justement faire en sorte de ne pas avoir trop de pertes. Julien, il apprécie aussi la vie en groupe, car là encore, il côtoie des hommes d'horizons différents. Oui, je crois que au début, il observe un petit peu ce qui se passe dans les premiers temps de la guerre, parce que c'est une découverte et il y a une forme d'excitation. Et puis très vite, devant les horreurs et devant les souffrances endurées en commun, le jeu disparaît, ça devient un nous. Et c'est vrai que ce qui est saisissant dans Sceaux de 14, mais dans toutes les pages de Sceaux de 14, c'est le regard que Maurice Genevoix porte sur ces hommes. Et à tout bien considérer, j'ai l'impression que Sceaux de 14 n'est pas tant un livre sur la guerre qu'un livre sur les hommes qui la font. Et c'est ça que Maurice Genevoix veut faire. Il veut bien sûr dénoncer l'horreur de la guerre, simplement en la racontant telle qu'elle est, mais il veut surtout fixer le souvenir de ses frères d'armes. Il veut nous dire, voilà qui étaient ces hommes qui se sont battus. Et c'est ça, peut-être cette spécificité de Maurice Genevoix, c'est qu'il veut vraiment les restituer vivants dans ce qu'ils étaient. Et c'est comme ça qu'il construit d'ailleurs son discours sur les anciens combattants. Il dit les anciens combattants, c'est vieux, c'est fatigué, c'est triste, c'est gris. Mais lorsque nous nous battions, nous n'étions pas ça. Nous étions des hommes jeunes, pleins de vie, pleins de force et pleins de projets. Alors Aurélie Luneau, je crois que vous faisiez référence à ces combats de Vaumary dans la nuit du 9 au 10 septembre. J'aimerais que l'on écoute les circonstances à présent de sa blessure aux Éparges le 25 avril 1915. Beaucoup diront qu'elle fut bien plus terrible que Verdun, pour reprendre vos propos dans votre biographie. Écoutez cet extrait de l'émission Italique, c'était en juillet 1974. J'étais blessé par un type qui m'a tiré une première balle, qui m'a coupé l'artère humérale et qui m'a sidéré. J'ai cru mon bras arraché. Et je suis tombé sur place, et malheureusement pour moi, dans une trouée, sous bois. Et il me voyait encore. Eh bien, le même tireur a manœuvré sa culasse, m'a tiré une deuxième balle, qui m'a également atteint au bras gauche, qui a fait tressauter mon bras, que je cherchais des yeux. J'avais l'impression qu'il avait été arraché. Et en le voyant tressauter au choc de la deuxième balle, je me suis dit, il est encore là. Et à ce moment-là, il avait manœuvré sa culasse une troisième fois dans l'intervalle, et il m'a tiré une autre balle qui m'a atteint la poitrine. Mais comme le geste que j'avais fait pour regarder, chercher mon bras des yeux, m'avait fait refuser le buste, alors cette balle m'a simplement coupé, simplement c'est une façon de dire, coupé le pectoral, a filé entre deux côtes, m'a déchiré la plèvre et est sorti sous le bras en me déchirant encore le bras, si bien que le bras a pris les 3 balles. Mais le fait qu'il faut retenir, c'est que c'est le même type, qui était peut-être un très brave type d'ailleurs, qui après m'avoir abattu a manœuvré 2 fois la culasse de son fusil. Pour être sûr de ne pas vous rater. Froidement, c'est ça. À ce moment-là, je commandais une compagnie. Et si j'avais été, comme ils le disent, un officier embêtant,
eh bien, il m'aurait laissé claquer sur place, c'est bien simple. Pour le petit-fils, c'est toujours saisissant de l'entendre parler de cette blessure. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a des extraits où il se laisse encore plus aller à l'émotion, mais on sent vraiment que le moment est toujours là, exactement présent, et que finalement les 70 ans qui ont passé entre la blessure et le moment où il est interrogé, là en réalité c'est 60 ans, pas 70, mais n'existent pas. Et on a comme ça, à chaque fois que Maurice Genevoix revient sur ses souvenirs, l'impression qu'il est à nouveau le jeune lieutenant et pas l'homme d'âge mûr qui s'exprime. Et ce sont ces hommes qui l'aimaient, qui le sauvent finalement. Ah oui, c'est vrai que ce sont ces hommes qui le préviennent et qui font en sorte de lui dire mais baissez-vous, baissez-vous. Et puis il ne se baisse pas à temps. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a laissé des écrits, beaucoup d'écrits. Et ces livres-là, par exemple ceux de 14, ce sont des écrits à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'il a écrit après, mais dans l'immédiat après. Et il a fait en sorte de témoigner au plus près, comme si nous étions nous-mêmes à ses côtés. Donc il décrit ce qui s'est passé. Et plus tard, il dira, parce qu'il aimait la poésie. Et il se comparera aussi au dormeur Duval de Rimbaud. Et il dira, peut-être ai-je été ce dormeur, au bord au moins de ce sommeil où 3 trous rouges m'avaient conduit. J'ai eu la chance de m'en réveiller. Je crois que tous mes livres se souviennent de ce réveil. Et c'est là le plus important pour Maurice Genevoix, c'est que tous ces livres, que ce soit des romans, on a le sentiment qu'ils nous emmènent dans des romans et que ça n'a aucun rapport avec la guerre. Tous ces livres ont un rapport avec la guerre. Maurice Genevoix était profondément meurtri et traumatisé par cette grande guerre, mais il a pris le temps sur le front de noter et d'envoyer beaucoup de lettres à son mentor Paul Dupuy. Oui, c'était une demande de Paul Dupuy qui se disait que c'était peut-être la seule manière de rester informé. Son professeur à Normal Sup. Son professeur à Normal Sup. Et Paul Dupuy, en fait, va jouer un rôle considérable parce qu'il va collecter des informations comme ça pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et en fait, ce que va faire Paul Dupuy, c'est qu'il va donner des nouvelles tout au long du conflit aux uns et aux autres, et donc ils vont tous savoir. Et c'est comme ça que Maurice Genevoix apprend la mort de certains de ses camarades. Et ce sont ces lettres qui vont servir ensuite de base à l'écriture de ceux de 14, enfin, ou en tout cas de Sous-Verdun, puisque Paul Dupuy va rendre ces lettres à Maurice Genevoix et va en quelque sorte, c'est Paul Dupuy qui va le transformer en écrivain et qui va lui dire vous êtes revenu, vous en avez les capacités, vous en avez le devoir, parce il vous faut parler pour ceux qui ne peuvent plus. Et donc Paul Dupuy joue ce rôle essentiel pour Maurice Genevoix. C'est lui qui le fait écrivain. Alors en décembre 1915, après 7 mois passés dans les hôpitaux militaires, Maurice Genevoix se met à écrire, toujours conseillé par son mentor. Il en sortira 4 ouvrages réunis plus tard, vous l'avez dit Aurélie, en un seul, ceux de 14. Il est reconnu par beaucoup d'auteurs comme par exemple Jean Norton, universitaire et auteur américain, ayant connu la guerre comme il a une capacité à décrire précisément le comportement et les attitudes des soldats sur le front. Exactement, cet historien américain qui a lui-même vécu la guerre et qui a collecté 300 témoignages laissés par des poilus de 1915 à 1925, a trouvé que le témoignage de Maurice Genevoix, ceux de 14, était le plus réaliste, le plus près des hommes. C'est ce qu'on disait finalement tout à l'heure, c'est qu'il a cette capacité à nous restituer, mais tout ce qui se passe comme des tableaux vivants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il écrivait comme un peintre, parce qu'il aurait voulu être peintre d'ailleurs. Et donc il a cette façon, par petites touches, de nous faire vivre sous sa plume les tableaux vivants de la guerre. Et puis, voilà, on peut dire en tout cas que c'est cet homme qui a été exceptionnel dans son témoignage. Et ce n'est certainement pas pour rien si son ouvrage a été retenu, y compris pour la panthéonisation. C'est Maurice Genevoix et ceux de 14. Et ceux de 14, oui. Une citation, « Cette guerre est ignoble. J'ai reçu au travers de la figure des paquets d'entrailles et sur une main une langue à quoi l'arrière-gorge était attachée. » Les propos sont d'une rare violence. Les propos sont surtout d'un réalisme très froid. Et c'est vrai que ça a été tout à fait... Enfin, c'est partagé, c'est dit. Il n'y a pas d'emphase chez Maurice Genevoix. Il ne cherche pas à créer quelque chose. Il cherche juste à transmettre la réalité de ce que ces hommes ont vécu. Et donc cette réalité-là, elle est absolument insoutenable. Mais justement, parce qu'elle est insoutenable, Maurice Genevoix n'a pas besoin d'en rajouter. Il se contente de dire ce qu'il voit. Et je crois que c'est ce qui rend d'ailleurs la dénonciation encore plus efficace.
Que deviennent les manuscrits de ceux de 14 ? Alors les manuscrits de ceux de 14, à partir du moment où c'est Maurice Genevoix, porte-étendard de tous ceux de 14, qui deviennent l'incarnation de la France combattante. Ma sœur et moi avons considéré que le manuscrit de ceux de 14 ne pouvait plus nous appartenir et qu'il ne pouvait désormais qu'appartenir à l'État. Et donc ces manuscrits ont été remis matériellement hier à la BNF qui pourra désormais, qui se chargera de leur sécurité et surtout de leur diffusion. Et nous sommes très heureux de ça. Je crois que c'est une manière pour nous de montrer que nous comprenons le sens de cette panthéonisation. C'est bien Maurice Genevoix et ceux de 14. Et nous avons toujours œuvré pour ceux de 14, et donc les manuscrits appartiennent aujourd'hui à l'État. Alors, on a vu Maurice Genevoix, l'humaniste, Maurice Genevoix traumatisé par l'horreur de la guerre, reste l'amoureux de la nature, le précurseur de l'écologie. Il était depuis sa plus tendre enfance sur les bords de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire, puis au Vernel, à Saint-Denis-de-l'Hôtel. La Loire qui l'a particulièrement inspiré dans de nombreux romans, comme le confirment Alain Eudes et Isabelle Racine. Ma plume reste en suspens. J'écoute et mon cœur s'émeut. C'est la Loire, le courant de la Loire qui atteint l'étrave d'une pile, se soulève au musoir de pierre, s'entr'ouvre en éventail et passe. Et toute la nuit vivante est là, dans la chambre. Ce texte est extrait de 30 000 jours, écrit ici quelques mois avant la mort de Maurice Genevoix en 1980. Dans ce testament littéraire, il explore les 9 décennies de sa vie et nous éclaire sur sa propre personnalité. On y comprend la dimension cruciale de l'enfance, temps béni, vécu au bord de la Loire. Je suis devenu pêcheur, je suis devenu un fanatique de la Loire, je l'ai connue, je vivais dessus, au bord, dedans, si bien qu'elle s'est incorporée en quelque sorte à ma substance et à ma sensibilité profonde. C'est tout à fait naturel et normal. C'est ce paradis des premières années de vie qu'il a voulu retrouver plus tard en acquérant les Vernelles, cette maison au bord du fleuve tant aimé. Tous les meubles sont les siens. Ça, c'était son bureau. Ça, c'était son bureau. Une maison que ses petits-enfants veulent désormais ouvrir au public afin de mieux cerner la sensibilité de l'écrivain qui entre au Panthéon. C'était pour nous tout à fait naturel qu'il y ait quelque chose ici, au Vernel, parce que c'était pour nous la meilleure manière de faire découvrir Maurice Genevoix et de comprendre pourquoi est-ce que cet écrivain, après tout, a décidé toute sa vie d'écrire sur le fleuve et la forêt. Parce que quand vous voyez la Loire comme ça, vous prenez conscience de ce qu'elle est, vous prenez conscience de ce qu'elle vous est infiniment supérieure, de la nécessité de la protéger aussi. Et c'est tout ça que nous voulions montrer aujourd'hui, peut-être un peu plus loin que l'image du soldat, forcément un peu figé, que l'on voit par ailleurs s'agissant de Maurice Genevoix et des anciens combattants. C'est dans sa maison de Saint-Denis-de-l'Hôtel que l'esprit de Genevoix restera présent à tout jamais, à quelques encablures de ce paysage qui a tant stimulé son imagination. C'est très simple, la voilà, c'est tout. Mon bureau est là, nous sommes là, et la ligne bleue, la voilà. Il y a 2 lieux, c'est-à-dire la distance, à peine. La distance d'une promenade à pied, elle m'attire, c'est naturel. J'ai déjeuné en Sologne hier, et j'y retournerai peut-être tout à l'heure. Aurélie Luneau, quand on l'entend, Maurice Genevoix, on a le sourire. Hein. Ah oui, complètement. Et on s'amuse parce que on voit, c'est un vieux monsieur, il a traversé le siècle et il reste amusé, il est vif, il a un esprit gai, truculent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, il est invité de tous les plateaux télé, d'émissions radio, parce que on savoure Maurice Genevoix. En fait, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est un inconnu qui entre au Panthéon, mais c'est un homme qui était extrêmement connu et qui ravissait, bien sûr, les journalistes de l'époque. Julien, il avait été initié par sa maman sur les bords du fleuve la Loire, et il s'en est inspiré dans de nombreux romans. Hein. Oui, et il y a d'ailleurs une
Pourquoi la Loire encore ? Il y a un autre élément très fort, c'est quand il revient des hôpitaux militaires, après ses séjours militaires, il aperçoit la Loire du train. Et quand il en parle, on a vraiment l'impression que lorsqu'il aperçoit la Loire, il aperçoit que finalement le retour à la vie est possible. Et c'est vrai que la nature va être sa consolation, en quelque sorte. Et cette retraite imposée par la grippe espagnole à Châteauneuf, et cette nouvelle vie après l'épreuve au bord du fleuve, va le réancrer, le réenraciner progressivement et le ramener au monde des vivants. Et c'est vrai que la nature va jouer ce rôle, et la Loire bien sûr, et dès 1922, il n'a pas fini d'écrire son œuvre de guerre, qu'il va écrire ce livre majeur sur la Loire, qui est Rémi Desroches, qui est une magnifique déclaration d'amour au fleuve, l'une des plus belles, et voilà, pour lui c'est essentiel à sa constitution, la Loire, ça fait partie de lui. Alors, il est plusieurs fois sélectionné pour le prix Goncourt, avec Souverdin ou Rémi Desroches, et il est finalement consacré en 1925 avec, bien sûr, Raboliau. Oui, Raboliau, ce livre formidable. Moi, je conseille vraiment de replonger dans les œuvres de Maurice Genevoix. C'est une écriture, c'est aussi une époque, mais c'est vraiment l'histoire de ce braconnier. Ça nous interpelle parce que Maurice Genevoix avait tout compris de notre rapport nécessaire à l'environnement et à la nature. Et c'est vrai qu'il a été aussi intronisé quand il était petit. Sa maman l'emmenait au bord de la Loire et puis l'a sensibilisé quand même aussi à la nature. Ça a été le rôle féminin à ses côtés. Et cet homme avait compris très tôt les enjeux environnementaux. À l'époque, on ne parlait pas d'écologie, ça n'existait pas ce terme-là. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, au moment de sa mort, dit que, salue en tout cas la mémoire de l'un des, le premier de nos écologistes. Voilà, le premier de nos écologistes. Mais dès 1939, par exemple, quand il part au Canada, il écrit sur justement les méfaits de l'homme en matière de déforestation, de massacre d'animaux. Il condamne les monocultures américaines, l'épuisement des sols. Il s'investit sur des enjeux qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité. Et c'est au Vernel qu'il écrivait pendant que sa famille vaquait à ses occupations. Tout à fait, il a écrit la majeure partie de son œuvre au Vernel. Et s'il y a des livres qui ont pu être écrits par moments à d'autres tables de travail, tous ces livres sont passés par le bureau des Vernel. Ça, c'est absolument évident. Aurélie, il a très vite pris position. On voyait la maison des Vernel située vraiment sur les bords de Loire. On est à 10 mètres de la Loire. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans tout le Val-de-Loire qui sont si proches du fleuve Royal. Aurélie, il a très vite pris position contre l'urbanisation et la bétonisation. Ah oui, mais et dès les années 70, alors c'est intéressant parce que quand on plonge dans les archives justement sonores ou audiovisuelles, par exemple, on tombe sur cette émission intitulée L'invité du dimanche du 18 janvier 1970 avec Georges Decaune. Eh bien, dans cette émission, il s'insurge contre les atteintes faites aux rivières, aux espèces, faune et flore confondues. Et puis en 1972, quand il est nommé président du comité régional de l'environnement pour le Loiret, il apprend qu'une usine d'alimentation pour chiens et chats doit s'installer justement à Saint-Denis-de-l'Hôtel et il y a un problème sur que fait-on des déchets. Et à ce moment-là, eh bien, il démissionne de sa fonction en réaction et il s'en ouvre aussi auprès de la presse. Alors, vous n'allez pas me croire, mais l'émission arrive déjà à sa fin, malheureusement. On aurait pu prolonger, bien sûr, longtemps la discussion. Il y a tellement de choses à dire sur l'œuvre et la vie de Maurice Genevoix. Merci beaucoup, Julien Larrière-Genevoix. Merci de nous avoir fait partager cet héritage dont vous avez la charge, un si bel héritage. Merci beaucoup et belle cérémonie du 11 novembre. Merci Aurélie Luneau. Je rappelle que vous avez écrit avec Jacques Tassin, Maurice Genevoix, la biographie, un excellent ouvrage particulièrement documenté. À suivre l'édition régionale. Très beau week-end à tous.